Bonjour, shalom, salam alaikum. Nous sommes très heureux de vous retrouver, sans doute encore très nombreux, à nous suivre cette journée du lundi 16 décembre 2019. Vous qui nous écoutez dans le Grand Lomé, au Togo, en Afrique et dans le monde entier. À la technique, Michel Kokou, Vitogbe Tomega et Géraud Dakoucha et les confrères qui arrivent ici dans le studio, Jacques Djakouti, le Mané. La fière. La fête a été sans doute très belle à Saint-Cassé ce week-end. Très bien, je crois que, je ne sais pas, mais j'étais de cœur avec les frères et sœurs de Dapan. La fête fut belle avec les pentades. Mais justement. Ceux qui ont mangé la viande de la pentade étaient heureux, mais qu'en est-il des pentades elles-mêmes? Avec beaucoup de chapalo qui a doute également coulé à flot. Attention, dès aujourd'hui, là, il paraît qu'on doit maintenant contrôler notre... Pas il paraît. Et c'est votre frère qui l'a annoncé. Votre frère, notre ministre, qui l'a annoncé. Et puis, la fête a été bien fraîche avec l'Harmattan. Oui, je crois que ceux qui ont suivi un peu les images sur la TVT, on a senti que il y a vraiment foule. Il y avait également fête. On a vu les pentades. On a vu également les chèvres. On a vu les moutons. On a vu même les bœufs. Je crois que c'était vraiment une grande fête à Saint-Cancé. Et je crois que le fait de vouloir tourner la fête par ville, je crois que c'est une très bonne chose. Cette année, c'est Saint-Cancé. Je crois que l'année prochaine, peut-être, on sera dans un autre lieu. Soit on revient à Dapan ou bien à Tandjouaré. Je crois si on ne monte pas à Mandouri, ou bien le chef-lieu de la nouvelle préfecture Naki Est, pourquoi pas. Vraiment, ça, je voudrais profiter pour féliciter les frères et sœurs de Dapan pour cette fête. C'est pas les frères de Dapan, les frères et sœurs de la région des Savanes. Bon, ok. Je profite également de l'occasion pour te dire que bientôt, tu auras également peut-être tes pentades pour la fête de fin d'année. Ce qui est dit, et ce qui est dit doit être fait. Allez, Romorou Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État SAS, et bonjour à toutes et à tous. Vous nous avez manqué la semaine dernière pour un petit ennui qui est en voie de règlement. C'est pourquoi vous allez souhaiter joyeux anniversaire à une consoeur, Sylvie Berthe Barandao de Radio Lomé, qui souffle une bougie aujourd'hui, tout comme notre confrère et ami Sylvestre Béni, qui a dit oui à son épouse devant Dieu et devant les hommes. C'était le samedi dernier. Et vous allez continuer par consoler le plus jeune d'entre nous, Lucien Diossou-Mensan, qui a enterré sa maman le samedi dernier. Oui, ça fait beaucoup d'événements qui se sont déroulés ce week-end. Des événements heureux et d'autres qui sont malheureux. Je vais commencer par les deux événements heureux. Le mariage de notre confrère et jeune frère Sylvestre Béni. Je lui souhaite le meilleur. Je souhaite une très belle entente entre lui et sa dulcinée et que Dieu leur donne ce qu'il faut pour que ce mariage-là aille très loin et qu'ils aient de très beaux enfants, des enfants intelligents et des enfants qui vont mériter leur attention et qui vont réussir aussi dans la vie. Maintenant, pour notre consoeur qui a soufflé une bougie ou bien qui souffle une bougie de plus, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est de lui souhaiter le meilleur pour le restant de ses jours, que le bon Dieu soit au contrôle de sa vie et tous ses projets. Et maintenant, pour le plus jeune de nous tous, celui qui qu'on appelle affectueusement le doyen, il a conduit sa maman à sa dernière demeure. Je lui souhaite beaucoup de courage. La maman, c'est tout ce qu'on a de plus cher dans sa vie. Et si on vient à la perdre, peu importe l'âge de la maman, ça fait toujours mal, Paix à l'âme de la disparue et que Dieu apaise la douleur de tous ses enfants et petits-fils. Merci. Didier Assoba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Merci de nous avoir rejoints. Nous pourrions avoir un quatrième confrère, mais assurons-nous qu'il nous rejoigne, qui nous aura rejoint avant de vous en parler. Sans transition, la pensée du jour que nous tirons d'une sagesse populaire qui dit que toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement, si je peux paraphraser, si vous voulez avoir de belles fleurs et de beaux fruits demain, semez aujourd'hui de bonnes graines et il en sera ainsi. Eh bien, Jacques Diakouti, le monde chrétien est dans ce que nous, les catholiques, nous appelons le temps de l'Avent, ce temps qui annonce l'avènement de Christ Jésus. Ce sera pour la 220e fois dans quelques jours. Et c'est dans cette ferveur que les Togolais ont démontré hier qu'ils savent être un peuple de croyants, un peuple de reconnaissance, avec cette cérémonie qui s'est déroulée dans les principales villes du Togo, dont notamment Lomé, le stade municipal qui était prêt à claquer dans le cadre de la 7e édition de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Oui, je crois que c'est le lieu, merci Sass, de remercier les uns et les autres, surtout le premier responsable du pays, le président de la République, qui était parmi nous hier avec le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, et presque tout le gouvernement y était. Et il y avait également quelques ambassadeurs et également les députés. Et l'ensemble, effectivement, du corps du Christ était hier au stade omnisport de Lomé pour rendre grâce à Dieu pour ce fait pour ce pays, et pour sa protection et également pour son intervention dans tous les domaines dans ce pays. Justement, c'était seulement pour dire merci au Seigneur pour sa protection et lui remettre également l'année 2020 qui s'annonce et confier notre pays entre les mains du Seigneur. Vraiment, c'était un moment très béni hier de célébrer le Seigneur, comme vous l'avez si bien annoncé. Ce n'était pas seulement à Lomé. La même célébration a eu lieu à Dapaon, a eu lieu à Kara, à Sokodé, à Palimé et à Tchévié. Donc c'est pour vous dire que l'ensemble du Togo, comme pour utiliser le terme des militaires, était bouclé hier par ces adorations. Donc sincèrement, c'était une grande rencontre et comme ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement ont pu peut-être suivre sur les petits écrans la retransmission en direct de ce culte et le lieu de remercier M. EP, le directeur de la télévision, et Soussoupé Pierre également, qui est Edem Soussoupé. Pas Edem, je crois que c'était Pierre Soussoupé, autant pour moi, qui était avec nous également. Vraiment, c'était formidable de voir l'ensemble des chrétiens, des chrétiennes se rassembler autour, effectivement, d'un seul idéal, seulement dire merci au Seigneur pour ta protection. Merci. Généralement, quand nos enfants nous disent merci pour un cadeau, c'est qu'ils en attendent davantage. Eh bien, si tout le Togo, de Lomé à Saint-Cassé, s'est retrouvé pour louer Dieu et dire merci à Dieu, c'est que nous demandons que le Seigneur nous comble davantage de ses bienfaits et de ses grâces et bénédictions pour la nouvelle année à venir avec tous les défis que nous avons à relever. Didier Assoba, Jacques l'a dit, c'était beaucoup de personnes hier, et même si l'invitation est venue du corps du Christ, j'ai vu même des musulmans chanter, balançant des mouchoirs hier. Je voudrais en citer un exemple. Madame Memounatou Ibrahima, à moins qu'elle se soit convertie, c'est une musulmane, mais je la voyais hier chanter à gorge déployée, agiter les petits mouchoirs blancs. Et qui vous dit que Fort Nyansingbe ne parle pas, ne chante pas, il ne danse pas. Vous l'avez vu hier également sur les écrans de la télévision, ça c'est un fait. Mais également, Fort Nyansingbe y était là, mais le président était là, l'ensemble de son gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale, une bonne partie des députés, je dirais même toutes les institutions de la République. Didier, dans cette ambiance, il est difficile de démêler le Togo officiel du Togo croyant. Bon, de toute façon, tous les êtres humains sont des croyants. Le Créateur
a décidé de nous créer ainsi, et donc je ne vois pas un Togo officiel à part qui ne croit pas. Parce que dans notre constitution même, il a été dit quelque part que nous, peuple togolais, nous plaçons sur c'est le préambule même de le préambule de la constitution qui dit que nous reconnaissons Dieu. Et si vous allez au monument de l'indépendance, il est écrit là-bas, par ta foi, ton courage, la nation togolaise est née. Donc, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de chansons même, la marche républicaine, bien d'autres chansons du Togo, même notre hymne national qui parle véritablement de la foi en Dieu. Et donc, il est difficile de démêler, comme tu le disais, le Togo officiel du Togo croyant. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, véritablement croyants, qu'une nation comme le Togo puisse avoir une journée comme cette journée-là de reconnaissance à Dieu, une journée nationale en plus de reconnaissance à Dieu. C'est vrai, tous ne sont pas des chrétiens, mais tous adorent quand même Dieu. Même les musulmans dont vous parlez, même notre ami Tchakala en studio ici, il connaît beaucoup de chansons religieuses. Il écoute beaucoup plus de radio chrétiennes. Il maîtrise les chansons. Il a même une église près de chez lui qui lui... Un bon voisin. Oui, un bon voisin. Donc, c'est dire que en réalité, entre la religion et entre nos coutumes, il y a également la musique qui passe par là, les gens qui sont en joie, qui doivent danser, qui doivent célébrer. Et donc, il n'y a pas de musulmans à part, il n'y a pas de Togolais musulmans à part, il n'y a pas de Togolais chrétiens à part. Mais si nous venons témoigner notre reconnaissance en Dieu, c'est en tant qu'un seul peuple, et peuple togolais que nous le faisons. Et donc, il n'y a pas question de religion, à mon sens, véritablement. Le Togolais croyant, la preuve, c'est, disons, le corps du Christ qui a organisé cette journée de reconnaissance à Dieu hier. Mais il y a quelque temps, on a vu, on se rappelle les forats, les conférences qu'organisait le confrère, le magazine Le Pacifique, comme on se rappelle également ces séances de prière et d'adoration organisées par la fondation de Abdou Assouma. Il y a même une congrégation musulmane parrainée par Acha Deji Afo, d'autres organisations musulmanes également qui nous invitent à prier. Alirou, si nous prions, nous chrétiens, nous musulmans, nous croyants aux divinités traditionnelles, soyons en symbiose avec notre foi et Dieu ne pourra pas ne pas exaucer nos supplications. Oui, il faut reconnaître que Dieu fait de très grandes choses pour notre pays, le Togo. Et quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, très proche de nous comme loin de notre pays, on constate que le Togo jouit d'un statut particulier aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Créateur. Et quoi de plus normal de lui témoigner cette reconnaissance? C'est ce que toutes les congrégations religieuses du pays essaient de faire. Hier, c'était les croyants en Christ qui l'ont fait, mais bien avant eux, il y a eu les autres religions aussi qui ont témoigné cette même reconnaissance à Dieu. Vous savez, quand on vous fait quelque chose de grand et que vous le ressentez, vous le vivez au quotidien, il faut avoir cette humilité, cette hauteur d'esprit-là de dire merci à celui-là qui vous le fait. Sinon, si vous ne lui reconnaissez pas cela, demain, il va peut-être rompre ce lien-là qui vous a toujours soutenu. Donc, dire à Dieu merci, dire à Dieu que nous reconnaissons tous vos hauts faits en notre faveur, je crois que c'est un acte de foi, c'est un acte d'humilité. Et je souhaiterais que dans une symbiose, dans une communion, toutes les religions puissent toujours célébrer cette grandeur de l'Éternel, toutes les biens, toutes les bonnes choses qu'il fait pour notre Togo. Nous sommes en train de rentrer dans une période un peu critique, parce que quand on parle d'élections en Afrique, on sait tout ce que cela amène comme inquiétude, comme désarroi. Donc, que toutes nos voix s'élèvent vers le très haut pour qu'il puisse nous épargner de tout ce que nous voyons ailleurs. Donc, une fois encore, félicitations à nos frères en Christ qui ont dit haut et fort leur amour pour Dieu et leur reconnaissance à Dieu. Un confrère qui nous suit nous fait comprendre que cette journée nationale de reconnaissance à Dieu a tout l'air d'une fête nationale. C'est son apport également à cet événement. Je crois que, vous savez,
comme le confrère Tchakala le disait tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre seulement à un bienfait avant de remercier Dieu. Le souffle que nous avons en nous, c'est-à-dire nous respirons aujourd'hui, nous avons la santé, et vous savez, chaque fin d'année, je ne sais pas si ça tu le fais avec ta famille, il faut quand même se retrouver. Peut-être que durant toute une année, peut-être on a piétiné madame, le monsieur peut-être a fait quelque chose, il faut quand même s'asseoir pour faire... Ou bien c'est madame qui a piétiné voilà. Peut-être même griffé monsieur. Mais il faut quand même s'asseoir pour faire un petit bilan. C'est ce que l'Église a eu à faire hier. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que chaque année, les premiers responsables du pays sont là. Je crois que c'est une fierté pour le Togo. Et pour ajouter, je voulais sincèrement présenter les excuses à tous ceux qui étaient hier au stade. Vous savez, ça n'en manque pas. Et vous savez, lorsque le chef de l'État veut se déplacer, il y a toujours des problèmes au niveau de la sécurité. Et je voudrais sincèrement présenter toutes mes excuses à tous ceux qui ont subi des examens hier par rapport à l'entrée. Et je crois que c'était un peu difficile, mais à la fin, nous avons su gérer. Et je tenais sincèrement à présenter les excuses parce que hier j'y étais au niveau de l'entrée principale. J'ai vu ce qui s'est passé et je voudrais sincèrement présenter les excuses aux fidèles qui étaient là hier par rapport à cette situation. Merci à vous Jacques qui s'excuse. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Dit-on, je l'annonçais, il nous a rejoint Jean-Baptiste Tissot du média en ligne corps diplomatique Togo.com. Bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci. Dernièrement, j'ai lu sur votre lien un article qui m'a intéressé. Oui. Vous étiez revenu sur les conseils des ministres délocalisés itinérants que le gouvernement, avec en tête le chef de l'État, avait initié. Ça avait commencé par chez vous, Tabligbo, dans le Yoto. Ça s'est continué à Kanté et puis ça devient 3 points de suspension. Ça vous a inspiré une dépêche? Oui, naturellement, ça, vous savez, nous étions de ceux qui, au début d'année, quand l'information était parvenue à la presse, comme quoi le gouvernement allait faire des conseils des ministres itinérants pour pouvoir découvrir le Togo profond, les réalités de chaque préfecture. Et nous avons eu la chance d'accueillir en premier lieu ce conseil des ministres délocalisés qui a eu lieu à Tabligbo le 13 février. Et dans les couloirs de cette conférence, ce conseil des ministres, il y a eu quand même des rencontres que le chef de l'État, les ministres ont eu avec les cadres de Yoto et de surcroît, ils ont eu à faire un déplacement vers l'hôpital de préfectoral de Tabligbo qui est en état de délabrement très avancé et le chef de l'État avait promis que ce centre de santé serait reconstruit dans les plus brefs délais et d'autres routes, notamment celle qui relie le commissariat à la préfecture. Pour ceux qui connaissent le milieu, c'est des voies vraiment qui sont très impraticables et la ville qui regorge beaucoup de ressources est comparable au statut de Glaucus. Oui, et aujourd'hui, les promesses que le chef de l'État avait tenues dans cette ville, si on peut l'appeler ainsi, aujourd'hui, pas un seul iota de ces promesses n'est réalisé. Le tronçon de la route n'est pas donné. L'hôpital préfectoral n'est pas encore réhabilité. Et donc, les patients sont toujours là dans les conditions dérisoires de traitement. Et c'est ça qui nous a inspiré. Et on a fait un papier sur ça, un article sur ça pour dénoncer le fait que le gouvernement quand même fait ses promesses tambour battant et on fait venir des populations en grande masse pour leur faire comprendre que dans quelques instants on va faire ceci, cela pour vous, mais ce sont des promesses qui demeurent des lettres mortes et ça on est revenu sur ça pour interpeller le gouvernement afin que ces promesses
qui sont faites de grands allois soient réalisées. Merci. Et nous, on a quand même fouiné plus loin pour dire que, au fait, la précipitation avec laquelle le gouvernement a eu à faire ce conseil des ministres délocalisé dans le Yoto, au fait, ce n'était pas une bonne volonté d'aller quand même faire des promesses aux populations, mais c'était le fait que il y a deux sociétés de ciment qui sont dans le milieu, dans le Yoto, naturellement, que les gens connaissent très bien. Donc, ce sont ces sociétés-là qui voulaient quand même réhabiliter, au fait, la structure de santé, le centre de santé préfectoral, et le gouvernement a voulu récupérer cette promesse du gouvernement ou récupération, mais les travaux n'ont pas été faits. Absolument. Merci, c'est ce que l'autre appellerait des promesses de Gascon, pour ne pas dire on promet et puis on ne fait pas. Et Jacques Zakouti, alors selon la dépêche de Jean-Baptiste Atisso, les conseils des ministres délocalisés à Tabligbo et à Kanté n'ont laissé aucune retombée pour les populations. Oui, c'est vrai, mais quelque part il faut reconnaître que ça a permis à certains de découvrir pour une première fois les ministres. Jacques, il ne faut pas confondre un conseil des ministres et une excursion de tourisme. Non, bon, vous savez, j'ai suivi un reportage sur la RTI en Côte d'Ivoire où un monsieur disait qu'il était content pour une première fois dans sa vie, dans sa localité, de mettre un poster du président Ouattara dans sa chambre. Depuis que Ouattara a accédé au pouvoir, c'était pour la première fois. Ils n'ont pas vu comme ça, mais c'est le poster qu'ils ont eu. Il était fier de mettre ce poster-là dans sa chambre, il était content. C'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des populations, vous savez, quand on parle par exemple de Fogna Singbe, ils n'ont jamais vu. Quand on parle d'un ministre comme ça, ils n'ont jamais vu ce ministre. Mais pour une première fois, qu'il se déplace dans ces localités-là et qu'il fasse un conseil des ministres, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose, sauf que, à l'occasion de ce conseil, le gouvernement fait des promesses et le confrère nous dit que près d'un an après... c'est ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que, vous savez, il ne faut pas seulement que l'ensemble du gouvernement se déplace dans les localités sans que, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans cette localité, c'est-à-dire les ressortissants de cette localité, ne recensent les besoins de cette localité en attendant que le gouvernement ne vienne. Et si le gouvernement est venu et que le gouvernement fasse par exemple des propositions pour l'exécution par exemple de ces projets et que ces ressortissants-là ne disent rien par rapport à la situation, c'est pour vous dire que quelque part, il y a également une culpabilité au niveau et du gouvernement et de ses ressortissants. Parce que il faut vraiment faire un suivi par rapport au projet. Que, Jacques, si vous permettez, à Tabligbo, est-ce que c'est les populations qui ont dit, ou bien la société? Je n'ai pas dit la population, je parle des ressortissants. Le gouvernement avait promis réhabiliter la voie qui mène du commissariat à la préfecture, puis réhabiliter le centre de santé. Et un an après, ce n'est pas encore... Mais quel est le cordon ombilical entre le gouvernement et les populations? Il y a le ministère, il y a le préfet. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Quel rôle le préfet joue par rapport à la promesse faite par le gouvernement? Merci. Alirou. Non, mais on ne va pas demander au préfet tout le temps d'aller secouer il faut le suivre gouvernement. Il faut faire un suivi. Ça, c'est une question de mauvaise foi. Quand on promet, vous savez, la parole du gouvernement, ou bien la parole du premier de nous tous doit être sacrée. Quand on dit, il faut qu'on fasse. C'est ça. Le préfet ou bien les cadres du milieu n'ont pas besoin tout le temps d'aller claironner sur les médias ou bien d'aller tout le temps donner la voix que vous avez promis ci, vous avez promis ça, mais on ne voit rien. Non, ça a été promis. Ça veut dire qu'on a fait un constat. Le constat a été fait que il faut faire ci, il faut réhabiliter l'hôpital préfectoral, il faut réhabiliter aussi la voie maintenant. Donc, est-ce qu'on a besoin quand même qu'on se le fasse dire plus d'une fois avant de passer à l'action? Ces trucs décentralisés, ces trucs itinérants, délocalisés qu'on doit faire. Je crois que le gouvernement tombe souvent dans ces travers. Vous savez, aux tout premières années de la prise du pouvoir par le président Faure, vous avez vu comment là où on a célébré la fête de l'indépendance, c'était à Dapan, et nous avions entre-temps applaudi à nous faire mal aux phalanges mais voilà quelque chose qui va permettre le développement de certaines localités du pays, parce que
cette fête décentralisée au niveau de Dapama a permis la réalisation de certaines infrastructures. Et on a estimé que si tout le temps on doit délocaliser ça, ça permettrait à d'autres localités aussi de goûter un peu aux délices de développement. Mais plus rien depuis 13 ans ou 14 ans déjà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'a même pas situé l'opinion sur les raisons de cette rupture brutale. Donc, je crois que c'est dans les habitudes du gouvernement que de promettre, de lancer de bonnes choses et finalement de ne pas pour ces promesses, suivre la chose. Par le gouvernement à Tabligbo et à Kanté, qu'on continue d'attendre. Écoutez les belles paroles de Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut faire comme on a entendu et surtout, il faut faire comme on a dit. c'est véritablement la parole de Dieu lorsqu'elle nous est prêchée, c'est qu'on nous demande de pratiquer. Dieu nous a toujours dit de faire ce qu'il nous dit. Et si nos autorités également pouvaient s'inspirer de cette chanson et surtout de cette harmonie qu'on a actuellement, de l'atmosphère de reconnaissance à Dieu, continuer par revenir sur les promesses faites et les recenser pour commencer par les mettre en exécution, ce serait une bonne chose. Véritablement, pour parler un peu de ces conseils de ministres délocalisés, vous savez, les projets sont bons, mais souvent, c'est dans leur mise en œuvre qu'on se rend compte qu'on a soit tiré une balle dans les pieds ou on s'est mal pris. Vous imaginez combien cela a coûté de construire cette tente qui a servi de lieu du conseil des ministres, même au stade municipal de Tabligbo, encore qu'on appelle cela stade municipal. Vous imaginez combien de millions on a construit cette tente? Même chose on a répété à Kanté, on se rend compte que, mais pour déployer tout ça, la logistique, construire ça, et avec la climatisation, l'argent, c'est des millions. Et on se rend compte que, mais on aurait pu donner ça plutôt pour réhabiliter rapidement peut-être l'hôpital préfectoral de Tabligbo qui n'existe que de nom, même sur papier. Dans la réalité, c'est pas un hôpital ça. Et à Kanté, pareil, même chose. Et je me rends compte que certaines fois les idées sont bonnes, mais dans la mise en œuvre et souvent dans la précipitation pour plaire, on fait autre chose à la place de ce qu'on voulait faire. Donc certainement que les idées sont bonnes, nous les apprécions, mais que le gouvernement à l'avenir réfléchisse. Merci. Eh bien, je rappelle juste la pensée du jour. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui, mais nous faisons la preuve que les fruits ne portent pas toujours la promesse des fleurs. Merci pour cette dépêche, Jean-Baptiste Atisso, qui ça nous a permis de revisiter le Togo profond, de revisiter également certaines promesses, certains engagements pris par le gouvernement et qu'on attend de voir. Un auditeur justement nous envoie que il ou elle est de Yoto et il espère que Faure Gnassingbé sera candidat et quand il viendra à Tabligbo pour la campagne électorale, il aura peut-être l'occasion de revenir sur ses promesses. Là, c'est la contribution d'un auditeur à ce club de la presse. Et si vous le voulez, nous allons ouvrir le processus devant nous conduire à l'élection du président de la République en 2020. Et comme nous le faisons, on procède palier par palier. Commençons par cette information que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a fait publier en fin de semaine dernière le communiqué 042 /2019/P/CENI par lequel nous avons appris que les dossiers de candidature et le formulaire de déclaration de candidature dûment remplis par les candidats devront être déposés au siège de la CENI à partir du 27 décembre 2019 et la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 8 janvier 2020. À l'Hérault, donc depuis, je crois, vendredi ou samedi, nous savons que les candidats qui se sont déclarés par-ci, par-là, ou bien ceux qui se sont fait investir par leur parti, devront donc formellement déposer leur dossier de candidature entre le 27 décembre et le 8 janvier, entre le 27 décembre 2019 et le 8 janvier 2020. Non, par ce communiqué, la CENI est venue consoler ceux-là qui n'arrivaient plus à se contenir par rapport à une certaine candidature de leur champion. Donc,
Ça veut dire que du 27 au 8 janvier, le champion pourra déposer ses dossiers pour un 4e mandat. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout en retard par rapport à ce que certains voudraient nous faire croire en marchant, en battant les pavés au niveau d'une préfecture. Donc, jusqu'au 8, on va se situer. Donc, est-ce que tous les dossiers qui vont être déposés à la CENI, est-ce que ce sont tous ces dossiers de candidature-là qui vont être retenus? Donc, le gros du boulot reviendra peut-être à la Cour constitutionnelle qui peut-être va donner le quitus final. Donc, maintenant, on est situé. Je crois que le processus est irréversible, c'est bien enclenché. Et que il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce 22 février-là, on ne puisse pas se rendre aux urnes. L'information est connue. Les candidats à la prochaine élection présidentielle devront déposer leur dossier entre le 27 décembre 2019 et le 8 janvier 2020. Mais comme vous parliez tantôt de manifestations, voire de marches, pour demander à un certain champion de se déclarer. Votre journal, Le Courrier de la République, vous écrivez à la page 3, marche d'unir à Blita. Une lourde politique aux conséquences... Une bourde. Une bourde politique aux conséquences incalculables, trouvez-vous, Alirou? Oui, c'est une bourde politique. C'est ce qui s'est passé le week-end surpassé à Blita était vraiment irréaliste. On croyait vivre une autre époque que celle dans laquelle nous nous trouvons. Mais voilà, la CENI ne s'était même pas encore prononcée et que les gens entrent en transe que pourquoi ça traîne à un certain niveau, on voudrait voir. Et puis, ce qui est un peu inquiétant, c'est la déclaration qui était lue par le secrétaire exécutif. C'est du fourre-tout, des thèses, des antithèses qui s'entremêlent dans un chaos d'incompréhension. Quelqu'un qui dit que quelqu'un a promis qu'on va atteindre l'émergence en 2030. Mais 2030, aujourd'hui nous avons encore 10 ans pour y arriver. Cette personne n'a pas encore dit que non, je jette l'éponge et les gens s'agitent. Vous savez, le mimétisme, il va falloir que nous arrêtons. C'est vrai, il y a certaines associations qui sont sorties déjà, lancer la voie. Mais ces associations ont eu à le faire avec une certaine élégance, avec un certain doigté. Mais ce qui s'est passé à Blita, on se croirait dans les années 76, 80, où vous voyez les gens même aller se coucher sur le goudron que et Adema doit reconsidérer sa position. Non, Fort a un timing et Fort s'en tient à ça. On n'a pas besoin de ces gesticulations, de ces jérémiades pour se donner par zèle pour convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu quelque chose. C'était il y a quelques jours quand le Parti Uni s'est retrouvé à Blita pour faire une marche pour demander à leur champion d'être candidat, activité que qualifie Courrier de la République de bourde aux conséquences incalculables, mais ça ne s'est pas arrêté. On annonce que le week-end dernier, une activité similaire s'est déroulée à Tablibo, plutôt à Kpalimé, où des cadres et militants d'UNIR, même à Bassa, que les militants et sympathisants d'UNIR ont manifesté pour demander à Faure Gnassingbé d'être leur candidat en 2020. Jacques? Non, je crois... c'est pas pourquoi Tchekala considère ça comme une bourde. Je crois que c'est un fonds de commerce pour les gens. Donc, que cela ne constitue pas une bourde pour toi. Et puis, l'autre aspect, vous savez, ça fait longtemps que les gens n'ont plus marché. Il y a toujours les nostalgiques qui sont tapis dans l'ombre pour toujours ressusciter ce qu'on a enterré des années. Donc, c'est pour vous dire que, vous savez, il y en a aussi qui ont tellement de la graisse dans leur corps. Donc, il faut leur permettre également de marcher pour pouvoir dégraisser. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, c'est un fonds de commerce pour les gens. Vous savez, il y en a qui réclament depuis, ils veulent encore dépenser, et puis c'est la fin de l'année. Il faut quand même trouver quelque chose aux gens pour pouvoir fêter. Et puis, je ne pense pas que Faure Gnassingbé a besoin de ça pour pouvoir se présenter. Vous savez, moi, c'est ce qui m'étonne souvent avec les militants de UNIR. Le président a fait une déclaration, je crois en 2012, il disait que c'est une minorité qui parle des richesses. Et lors de la présentation du rapport de Doing Business, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lui est fatigué de payer tout le temps les dettes.
Je crois qu'au lieu de rester pour aider le monsieur à avancer, vous êtes là à amuser la galerie par rapport aux marches. Quand il dit que lui ne veut plus dépenser, mais il faut comprendre pourquoi il ne veut plus tout le temps payer les dettes. C'est pour vous dire qu'il cherche... Il faut travailler. Donc c'est ça. Si le président arrive à faire cette déclaration, c'est pour vous dire que c'est un aveu. Donc c'est à vous de l'aider à avancer. Et vous êtes là encore à marcher au lieu d'aller travailler. Je crois que c'est vraiment quelque part quelque chose qu'il faut c'est revoir. le PND qui est en train de souffrir comme ça. Merci. Donc l'épisode maintenant que nous savons que on devra déposer des dossiers de candidature à la CENI entre le 27 décembre et le 8 janvier. Maintenant, la CENI va réceptionner ces candidatures qu'elle va transmettre à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui va valider les candidats définitifs pour l'élection. La Cour constitutionnelle est elle-même qui est au centre d'une polémique monstre. Didier Assogba, il n'est plus besoin de rappeler toutes les exigences des partis politiques, groupes de partis politiques, société civile, beaucoup de personnes, jusqu'à la CEDEAO qui demande qu'on recompose la Cour constitutionnelle. On en était au statu quo jusqu'à cette rencontre que le chef de l'État a eue avec les institutions de la République en fin de semaine, réunion sanctionnée par un communiqué au terme duquel le président de la République dit avoir instruit son gouvernement pour la recomposition de notre fameuse Cour constitutionnelle. Oui, dans ce pays, quelqu'un a dit que lorsque le Togo veut, le Togo peut. Et dès qu'il y a la volonté, il y a le pouvoir. Et donc, on se rend compte que certaines fois, c'est le fait de manque de volonté qui fait que on a certaines difficultés dans ce pays et qui débouchent sur certaines fois des crises et qu'on traîne sur de longues périodes et de longues années. Et cette affaire de recomposition de la Cour constitutionnelle, on sait que la CEDEAO l'avait déjà mise noir sur blanc dans la feuille de route qui avait été donnée au Togo. Et cette feuille de route là, dont la mise en œuvre est critiquée par les uns, saluée par les autres. Mais la recomposition de la Cour constitutionnelle figurait bel et bien dans cette feuille de route là. Et donc, si on devrait être logique avec ceux qui disent que la feuille de route a été bien mise en œuvre, il va falloir aller au bout en procédant à la recomposition de la Cour constitutionnelle. Mais il se trouve que le gouvernement, ou je veux dire le régime, s'était mis dans un pétrin à la suite de la modification constitutionnelle qu'il y a eu, où on avait sauté la disposition de l'article 155 qui permettait à l'Assemblée nationale de remplir les rôles du Sénat en attendant la mise en place de cette institution. Mais, et ce faisant, il paraissait presque impossible de procéder à la recomposition de la Cour constitutionnelle sans que le Sénat ne soit mis en place. Aujourd'hui, le chef de l'État, parce que le débat était en cours et que la CEDEAO est venue ici pour une mission exploratoire, l'ONU également, ils ont écouté tous les acteurs, certainement qu'il y a eu des remontées et des retours qui sont venus de quelque part, où le chef de l'État lui-même, ayant examiné la situation, a compris que il valait pas, ce n'est plus de la peine de continuer à alimenter cette polémique-là autour de quelques individus, on va dire, même si on les appelle souvent des sages de la Cour constitutionnelle, c'est quand même à peu près 9 personnes. Aujourd'hui, il ordonne à ce que la Cour constitutionnelle soit recomposée en attendant que le Sénat ne soit en place et que son quota ne soit désigné. On va dire qu'il y a une avancée sur cette question. Maintenant, comment on met en place le Sénat? Et c'est ça que le gouvernement doit également dire pour que la Cour ne soit pas, comme les choses provisoires ici durent trop, pour que la Cour ne soit pas amputée d'un certain nombre de membres et que le fonctionnement devienne compliqué pour les membres qui vont prendre la relève de l'équipe qui est en place actuellement pour l'organisation de l'élection. Donc, au terme de la dernière révision constitutionnelle intervenue en mai 2019, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui ont un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois. Et ces 9 membres se composent comme il suit. 2 sont nommés par le président de la République, 2 élus par l'Assemblée nationale, 2 élus par le Sénat, un magistrat ayant au moins 15 ans d'ancienneté,
élu par le Conseil supérieur de la magistrature, un avocat élu par ses pairs et ayant au moins 15 ans d'ancienneté, un enseignant-chercheur en droit de rang A des universités. Mais Jean-Baptiste Attisto, comme le disait... Pour ajouter certainement, oui, que si le chef de l'État a pris cette décision, vous voyez la composition. Oui. Sur 9, le Sénat ne désigne que 2. Oui. Et donc ça veut dire que le quorum est largement atteint. Et donc aujourd'hui, la Cour peut fonctionner normalement avec cette quorum atteint ou pas, je ne sais pas. Mais Jean-Baptiste, le problème c'est que avant, comme on n'a pas encore de Sénat, c'était l'Assemblée nationale qui désignait le quota attribué au Sénat. Oui. Or, à la dernière révision constitutionnelle, l'article 155 par lequel l'Assemblée nationale suppléait le Sénat a été abrogé. Maintenant, la question, comment est-ce qu'on va faire en sorte pour connaître les 2 membres de la Cour constitutionnelle que le Sénat doit désigner? Oui, là c'est une équation à plusieurs inconnus dans la mesure où, comme tu l'as dit tantôt, le Parlement qui suppléait au poste qui pourvoyait au poste qui devait revenir au Sénat, cet article, cette disposition n'existe plus. Bon, on ne sait pas si c'est dans la même lignée que peut-être pour les 2 membres de la Cour constitutionnelle qui devaient provenir du Sénat ne pourrait pas siéger, même si le gouvernement arrivait quand même à mettre en place une Cour constitutionnelle renouvelée. Il y aurait manque de ces 2 membres-là, en attendant qu'on ait mis en place le Sénat en bonne et due forme. Mais le problème qui est à ce niveau, le Sénat doit provenir des élus locaux. Maintenant, on a fait l'élection locale et on ne sait pas si d'ici le 8 janvier où les candidatures seraient bouclées au niveau de la CENI, on ne sait pas si d'ici le 8 janvier, le gouvernement ferait tout pour que le Sénat soit opérationnel avant le 8 et que ce Sénat-là puisse pourvoir ces 2 membres au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà l'équation qu'il faut résoudre. Mais impossible de mettre en place le Sénat avant. On n'a pas fait des élections régionales. On a fait que les élections communales. Il y a cet aspect aussi de la chose, voilà, puisque le Sénat, pour que ça soit au complet, il faudrait que, à part les élections locales, il faut les élections régionales qui ne sont pas encore faites. C'est pourquoi j'ai dit tantôt c'est une équation vraiment à plusieurs inconnus. C'est ça. Alors, une expression que Didier Assogba affectionne, qu'il a encore utilisée maintenant, c'est se tirer une balle dans le pied. En annonçant en fin de semaine que le gouvernement allait accélérer la procédure de recomposition de la Cour constitutionnelle, est-ce que le chef de l'État ne s'est pas encore tiré une balle dans le pied? Autrement dit, en termes pratiques, est-ce qu'il est possible que le Sénat soit élu, constitué à ce niveau-là, fasse son règlement intérieur et puisse désigner les 2 membres à la Cour constitutionnelle avant que cette Cour-là ne valide les dossiers des candidats pour l'élection du président de la République? Un homme averti, moi je dirais, c'est une mission impossible. C'est quasiment impossible. Même par miracle, on ne peut pas aujourd'hui retrouver la Cour constitutionnelle en son état tel que voulu par la Constitution révisée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant cela. Maintenant, s'agissant du rôle que le Sénat devra jouer dans la désignation de 2 membres devant siéger à la Cour constitutionnelle, par quel miracle allons-nous aujourd'hui, il faut une volonté politique. Il faut passer par Mais la volonté politique va passer par des étapes pratiques. Oui, des étapes pratiques, mais maintenant que nous nous trouvons face à quelque chose qui est irréalisable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être arrondir les angles. Ou soit, est-ce que la Cour constitutionnelle peut fonctionner avec 7 membres? Si c'est ça, là, on peut dire que le quorum est largement atteint, 9 ou 7, c'est presque le même fonctionnement. Donc, à l'impossible, nous n'étions pas obligés de faire avec ce que nous sommes en mesure d'avoir à portée de main. Mais quand on dit que le président a ordonné, oui, c'est vrai, j'ai vu certains articles. C'est instruit. Non, certains sont allés loin en disant que le président a ordonné. Vous voyez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais ordonné, mais c'est la faisabilité qui va poser problème. À moins que
dans certains laboratoires, on puisse trouver les justes solutions pour que ça puisse se faire en toute aise. Jakouti, je rappelle que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui valide les candidatures. Oui. Et c'est elle qui proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Et c'est cette Cour-là qui juge de la constitutionnalité des actes que nous posons dans la République. Mais vu le contexte que nous venons d'évoquer, est-ce que vous estimez que volonté politique, certes, d'accord, mais est-ce que vous estimez que tout ce mécanisme-là, tout ce processus pourra se mettre en place avant le prochain tour de la présidentielle, le 22 février 2020? Nous risquons de passer par, vous allez peut-être me permettre d'utiliser peut-être le terme, nous allons rentrer dans ce que nous pourrons appeler une acrobatie volontaire. C'est-à-dire, c'est à ça que nous allons faire. Mais encore que nous puissions harmoniser nos volontés. Oui, mais justement, c'est à ça que nous allons passer. Parce que, vu les délais constitutionnels par rapport à la situation, nous allons faire des acrobaties. Et au niveau de ces acrobaties, il faut faire attention à la façon dont nous allons retomber. C'est-à-dire que soit on se brise, soit on se casse, et peut-être qu'on pourra plater après, on reprend. Parce que les instructions ont été données par le chef de l'État. Et parlant effectivement du Sénat, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué du Conseil des ministres qui disait qu'on peut recomposer en attendant que le Sénat ne soit mis en place. Voilà la chute du communiqué du Conseil des ministres. C'est pour vous dire que quelque part, il y aura une acrobatie juridique. On pourra dire, bon, écoutez... Alors, l'acrobatie dont vous parlez, soit on se passe des deux membres désignés de la CENI, du Sénat, comme ça nous aurons 7 membres sur 9, ou bien encore par acrobatie, l'Assemblée peut s'octroyer... Justement. Et peut usurper ses prérogatives. Ah oui, bien sûr. Alors, acrobatie ou pas... Acrobatie, nous allons arriver à ça. Ce qui est dit... Pourquoi alors ils ont... Ce qui est dit, le gouvernement... Pour y arriver à cette décision, vous connaissez le régime. Ne faites pas comme si ils savent pas ce qu'ils font. Vous connaissez le régime. Le régime très huilé, ils ont réfléchi à ça plusieurs semaines durant et ils sont arrivés à cette solution. La solution, c'est quoi? C'est que la Cour constitutionnelle devrait être composée de 9 membres. Et 2 doivent être désignés par le Sénat. Actuellement, nous n'avons pas de Sénat. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'aura pas de Sénat bien avant la présidentielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tout le monde demande quand même de recomposer la Cour constitutionnelle. Ils ont jugé, bon, ok, les autres dispositions permettent d'élire 7 membres, 7 sur 9. Le quorum est largement atteint. La Cour actuelle fonctionne, je pense, avec 7 membres. Non, c'est 9. Avec 9 membres, ok. Mais 7 membres peuvent continuer à travailler en attendant que le Sénat ne soit en place un jour. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le communiqué du du gouvernement, que le chef de l'État a instruit à ce que la Cour constitutionnelle soit renouvelée en attendant la mise en œuvre du Sénat pour que le Sénat désigne les membres que le Sénat doit désigner. Donc, on aura une Cour d'ici quelques semaines qui sera composée de 7 membres sur 9. Et lorsque un jour, par un extraordinaire, on arrive à avoir le Sénat va désigner les 2 autres qui iront rejoindre l'équipe par la suite. Encore que la Cour constitutionnelle qui sera recomposée reconnaisse la constitutionnalité des démarches qui auront abouti à sa recomposition, pour dire que tout ça est vraiment tiré par les cheveux, Alirou. Oui, c'est limite, c'est cette gymnastique que nous n'avons pas souhaité pour notre pays à une étape aussi cruciale de notre vie politique. Vous savez, quand on remet toujours à plus tard ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé s'accorder autour pour mettre en œuvre, c'est ça. On arrive à se confiner dans un labyrinthe comme ça, très étroit, et que on n'a plus... on n'est plus maître de ces mouvements. C'est ça la situation. Parce que pourquoi cette histoire de Cour constitutionnelle ressurgit de nulle part? Ça veut dire que les émissaires qui sont venus ont peut-être reconnu qu'à un moment, la feuille de route qui nous a été soumise n'a pas été mise en œuvre à 100%, qu'il reste un pan
à mettre en œuvre. Donc c'est ça qui a titillé certaines susceptibilités, et en avant, on court dans tous les sens, et jusqu'alors, c'est nous qui sommes en train de spéculer sur la mise sous éteignoir des 2 membres que le Sénat devra donner pour que les 9 membres de la Cour constitutionnelle. Donc nous sommes en train de spéculer, mais ce qui est sûr, on ne va pas faire trop de gymnastique, on ne va pas faire trop d'acrobatie, on va s'en tenir peut-être à 7, le temps que le Sénat soit mis en place. Un auditeur qui évoque une éventualité que l'Assemblée siège en urgence pour abroger l'abrogation qu'elle avait faite pour se faire attribuer de nouveau la prérogative de désigner les 2. Mais ça, oui. On s'amuse avec les tests de la République comme ça. Jean-Baptiste, vous vous rappelez, à l'avant-dernier Conseil des ministres, le gouvernement, le chef de l'État avait demandé à son gouvernement une certaine ouverture. Et Togo Matin titre encore aujourd'hui ouverture et décrispation avant la présidentielle 2020. Alors, est-ce qu'on peut supposer que le gouvernement, le chef de l'État ou bien le gouvernement convoque les acteurs politiques de l'opposition pour s'entendre sur les voies et moyens de la recomposition de la Cour constitutionnelle, notamment ces articles-là inscrits dans la Constitution? Oui, je crois que ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal si réellement on veut bien faire les choses. Rien ne presse le Togo. Si, le calendrier est là. Vous parlez du calendrier. Bon, au fait, si c'est qu'il y avait une bonne volonté, tout ce qui devait faire en amont devrait l'être, et aujourd'hui on ne serait plus au pied du mur. Sinon, c'est depuis juillet 2018 que la CEDEAO avait donné une feuille de route à exécuter. Oui. Et dans cette feuille de route, il y avait la reconstitution de la Cour constitutionnelle. C'est ça. Donc, ça n'a pas été fait. Et la faute incombe à qui? La question reste posée aujourd'hui. Et maintenant, parlant de l'article 155 qui abroge le Sénat, la partie qui est réservée. C'est cet article-là qui est abrogé, et que l'Assemblée nationale ne peut plus désigner les deux représentants de la CENI. Et aujourd'hui, l'auditeur qui nous envoie un message pour que cet article revienne, je crois que la Constitution ne peut pas jouer avec une Constitution d'une nation de la sorte. Ce ne serait plus possible. Et on est, disons, à 3 semaines. On est à 3 semaines. Si tous les... 3 semaines de quoi? Du 8 janvier aujourd'hui. La clôture des dépôts de candidature, on est à 3 semaines. Alors que normalement, dans le cours normal des choses, quand on veut faire une élection, il y a certains tests, les institutions qu'on revoit dans la phase longtemps à l'avance. C'est ça. Et aujourd'hui, si on doit recomposer cela, ça ne peut plus être fait de façon unilatérale par le pouvoir seul. Sinon, il y a la CEDEAO qui est là, et il y a une disposition de la CEDEAO qui recommande à ce que si dans moins de 6 mois, il y a des réformes à opérer, il faudrait que cela se fasse de façon consensuelle. Donc, ça fait que aujourd'hui, si on doit quand même escamoter la chose pour que on ait les représentants d'une façon tordue au niveau provenant du Sénat qui n'existe pas, il faudrait que les acteurs politiques se retrouvent pour pouvoir faire, si on le veut, un mini-dialogue, pour qu'on repousse la date qui est annoncée par la CENI, c'est ça? Sauf que nous sommes vraiment tenus par le temps. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, les gens nous rappelaient que le calendrier républicain était intangible. Nous sommes pressés par le temps, mais il faut aussi faire les choses en respectant les textes. Non, je crois que cela nous ramène à l'interview que mon confrère avait accordée au ministre Bawara. C'était Bawara qui lui avait accordé l'interview. Donc, cela me ramène à l'interview, parce que le ministre disait que il était impossible de pouvoir retoucher à cette cour avant les échéances de 2020. Mais aujourd'hui, le patron dit... patron bon, c'est notre patron. Mais le patron de celui qui a déclaré ça dans l'interview. Il dit non, il faut revoir cette cour. Moi, je crois que ce qui risque de se passer, comme je suis en train de voir, certainement que on peut nommer les 7. Mais on pourra peut-être dire, on peut laisser 2 qui sont là-bas en réserve. Au cas où, s'il y a quelque chose, on complète. C'est-à-dire que les deux seront là comme des réservistes, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont rester là-bas et des experts. Non, écoutez, tout peut arriver. Si on nous dit aujourd'hui que pour le moment, le Sénat
n'est pas encore mis sur pied, on peut dire aux deux, restez comme observateurs. S'il y a quelque chose, vous épaulez oui. On va les trouver où? Non, les autres anciens. Jacques a parlé de gymnastique. Alors là, c'est vraiment une gymnastique. Je rappelle juste que gymnastique ou pas, mais nous parlons du texte fondateur de la République, la Cour constitutionnelle. C'est là, c'est à là qu'on se retrouve et on voit, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut peut-être avoir des remords. Des remords par rapport pour le temps perdu. Pour le temps perdu et par rapport à tout ce qu'on a eu à faire, des calculs qu'on a eu à faire au niveau de la réforme constitutionnelle du 8 mai. Quoique salutaire, mais voilà quelques difficultés qu'on a. Ceux qui écrivaient, ceux qui ont décidé que la disposition soit abrogée, quel était le timing? Déjà que dans la composition, dans le même texte qu'on adoptait, il y avait la composition de la Cour constitutionnelle. Il était vraiment dit que le Sénat désignait 2 membres. Est-ce que les gens se sont dit déjà, le 8 mai là, que jusqu'à maintenant, on pourrait mettre en place le Sénat, et que qu'est-ce qui a empêché finalement que le Sénat ne soit pas en place? Ce sont des questions qu'on peut se poser et avoir quelques remords d'avoir agi certaines fois dans la précipitation, en ne réfléchissant pas aux conséquences de certains actes. L'abrogation de ces dispositions-là aujourd'hui nous met dans ce pétrin-là, et on va avoir une cour amputée de 2 membres qui va continuer à fonctionner. Peut-être ça va donner l'occasion aux gens de critiquer le processus électoral. In fine, peut-être des arguments de contestation également, de la crédibilité du scrutin, et un certain nombre de choses qui se font sans le consensus requis en cette période, parce que les mécanismes de la sous-région recommandent que si on doit faire un certain nombre de choses, que les choses se font sur la base d'un consensus de tous les acteurs, surtout quand on dépasse le cap de 6 mois avant les élections. Aujourd'hui, nous sommes à environ 2 mois des élections. Et s'il y a des choses qui doivent se faire, il faut quand même que les autorités discutent avec les acteurs impliqués. C'est vrai qu'il y a un comité de suivi, mais ce comité de suivi-là n'est pas consensuel, on va dire. Donc on peut continuer à rechercher le consensus en même temps qu'on ébranle le processus électoral qui est en cours. Cherchons toujours des voies, des moyens pour dialoguer, discuter et parvenir à un consensus, comme le chef de l'État lui-même a pu instruire son gouvernement de faire preuve d'ouverture. Je veux croire que cette ouverture sera permanente jusqu'à ce que l'élection soit organisée de façon consensuelle. Quelqu'un d'autre nous rappelle qu'il faut un minimum du temps. Il faut quand même faire appel à candidature pour que l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la magistrature, que les avocats, il faut un temps minimum pour lancer l'appel à candidature, que les gens déposent leur dossier et que ces différentes instances choisissent le quota qui leur revient. Voilà, en profane, nous ne sommes pas des juristes, mais en profane, c'est les petites analyses que nous osons sur ce sujet. Peut-être que dans quelques instants, des voix plus autorisées que nous vont nous enrichir là-dessus. On va terminer rapidement notre revue de presse avant l'ouverture de l'antenne. Est-ce qu'on pourrait avoir l'alternance ou pas en 2020? La question se pose, et le journal Temps Nouveau écrit: alternance démocratique au Togo, le challenge est-il possible en 2020? Vous, Aliru Mourchakala, votre journal, vous écrivez vous aussi: alternance au Togo, le changement de paradigme s'impose. Je suppose que c'est un clin d'œil que vous faites à la classe politique de l'opposition. Alors c'est dans ce sens qu'on a appris que Jean-Pierre Fabre a reçu à sa demande Monseigneur Podjoro pour parler de ces questions-là. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu filtrer de l'entretien entre Fabre et Podjoro? Non, mais on n'a pas eu la quintessence de ce dont il s'est agi au cours de cette entrevue entre les 2 hommes. Mais ce qui est sûr, c'est que il y avait un froid qui s'était installé entre les 2 personnalités, et que cette rencontre aura le mérite de réchauffer les rapports qui n'était pas du tout bon entre le prélat et le
le leader du parti ANC. Donc c'est un pas de fait. En politique, on ne dit jamais, parce que qui eût cru que un dimanche matin comme ça, le prélat va se retrouver au domicile. En fait, d'après ce que nous avions appris, c'est Fabre qui devrait aller chez le prélat, et le prélat dit non, mais restez chez vous, je vais. Donc, je crois que c'est l'échange de politesse, on se respecte, on a constaté que il y a des points de vue qui ne sont pas du tout concordants sur certains faits, et on est allé peut-être s'accorder autour de la question, mais c'est une bonne dynamique à encourager quand même, si cela pouvait s'étendre sur l'ensemble de la classe politique. Merci. De l'opposition. Votre journal demande aux acteurs politiques de changer de paradigme, si tant est qu'on veut réaliser l'alternance au Togo en 2020. L'article est à lire. Eh bien, nous allons devoir suspendre nos échanges ici et nous ouvrir sur les amis auditeurs, auditrices. Juste rappeler que nous avons parlé de l'acte de reconnaissance que le peuple togolais a témoigné hier. Nous sommes revenus sur les conseils des ministres délocalisés et itinérants avec ce qu'il reste à compléter, et nous avons développé avec vous les derniers épisodes de processus devant nous mener à l'élection du président de la République en 2020. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous vous attendons sur le 22 21 33 74 ou le 22 20 19 68 sur l'une ou l'autre question débattue aujourd'hui. L'ami Sandro en ligne, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui. Bon, moi je voulais aborder la question de la recomposition. La recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui. Oui, allez-y. Je vois que vous avez, au plateau, chacun a été le compte de ce qui peut arriver. Nous vous suivons mal, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Nous n'arrivons pas à bien vous suivre. Allô? Allô? Oui. Les conditions ne sont pas les meilleures avec l'ami Sandro qui a attendu longtemps en ligne. Mais voilà, c'est les aléas un peu de la technique que Michel va s'activer à corriger. L'ami Sandro est toujours là? Allô? Allô, Monsieur Maglo? Oui, ça, oui. Bonjour. Bonjour à vous. À propos de la reconstitution de la Cour constitutionnelle, oui. Je voudrais pousser un ou. Ça veut dire que le chien qui rencontre un fantôme n'aboie plus. À vous, Benoît, me battez ou non. Vous connaissez bien l'adage là. Oui. Et tout cela pour arriver à ce slogan des militaires, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. C'est ça. Je ne vois pas très bien le rapport, s'il vous plaît. Oui, ça viendra. Il y aura le rapport. Ok. Je me demande si les textes de loi ont encore une signification chez nous au Togo, avec cette sodomisation, tout cela. Je vais demander qu'on décrète que le chef de l'État gouverne par ordonnance désormais. Qui gouverne par ordonnance, qu'il décrète tout ce qu'on doit faire, parce que ça fait honte. Ça fait honte que nos têtes soient baratinés de gauche à droite dans un pays qui recèle d'intellectuels, de juristes de haut niveau, et que cela se passe. Alors, vous qui avez l'habitude de me traiter, lorsque j'interviens, ça n'ouvre pas au débat. Maintenant, je suis ouvert. Si vous voulez qu'on débatte, et on va aller. Merci, sauf qu'il n'y a rien entre Monsieur Maglo et moi, c'est des questions, disons, des questions nationales que nous traitons et nous devons d'éclairer et d'orienter les débats, s'il vous plaît. Merci au suivant. Oui, c'est Sylvain Agbaye. Sylvain Agbaye. Bonjour. Oui. Oui, moi je voudrais poser une question à Monsieur Diakouti là. Oui, il vous écoute. Oui, hier c'était avec les, comment on les appelle déjà, les petits agents, petits routes, les Chinois, qui sont intervenus pour nous interpréter des chansons togolaises. Et puis je voudrais lui demander pourquoi ils n'ont pas réservé une tribune pour le chef de l'État pour quelques mots à la population qui étaient présents hier. Merci. Jacques Diakouti. Parlant de la prise de parole du chef de l'État, il est libre de le faire.
Nous ne pouvons pas le forcer à prendre la parole si lui-même il ne l'a pas souhaité. Parlant des Coréens, c'est vrai, je ne sais pas s'il est parti avant la fin de la cérémonie. Sinon, on a accordé un temps aux Coréens, même le responsable a prêché et la chorale a également eu le temps de chanter. Merci, sauf que Faure Gnassingbé, il aurait pris la parole s'il était un chanteur. Hein? Pas un chanteur, mais s'il voulait parler. S'il voulait parler. Voilà, merci justement. beaucoup. Le suivant en ligne, bonjour. Madame Essie. Encore en ligne aujourd'hui. Oui, Essie, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous suivons. Monsieur Mago a tout dit. Il dit tout le temps. Quelle que soit la physionomie du mouton, tout ça là. Je me demande tout le temps aussi, pourquoi on nous parle encore d'élections dans ce pays? Pourquoi on doit encore nous parler d'élections? On n'avait pas parlé de transition puisqu'il n'y a rien qui avance. C'est les mêmes qui gagnent, qui organisent seuls toute l'élection en catimini s'il faut et qui en proclament les résultats, qui sont gagnants, tout le reste. Et le pays est bloqué depuis très longtemps. Pourquoi doit-on nous parler encore d'une élection quelconque? Surtout que c'est organisé par le même régime et c'est toujours des élections violentes et macabres. Hein? Pourquoi? Et on nous parle de champions par-ci, Messi, grand parti, tout le reste. Pourquoi doit-on nous parler comme ça dans une république? Lorsqu'on sait que ces champions, ces grands partis, tout le reste, ils piétinent à longueur de journée notre constitution, ils tripatouillent tout, ça fraude en désordre. Pourquoi doit-on nous parler de grands partis et tout le reste, 4e mandat, tout ça, tout le reste, quoi. Merci. Et sauf que, si vous permettez, nous n'avons plus d'élections violentes après le pic que nous avons connu en 2005. Allô? Oui, abonné, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Bonjour au plateau. Oui. J'ai deux analyses. Allez-y. La première, ça concerne le mandat social. Et un des vôtres a fait une dépêche là-dessus. Moi, je le félicite. Il me semble que Monsieur Loïc avait fait une investigation. On nous disait qu'une tente, selon les professionnels, coûte 90 millions minimum. Et voilà que 90 millions peuvent passer et après presque un an, on n'a rien. Moi, je veux m'interroger sur le mandat social qui a commencé 2015, j'allais dire 2020. Et le Coréen qui est passé il y a seulement un an, en nous remettant les ambulances médicalisées, il disait qu'il a constaté que il y avait une défaillance dans nos hôpitaux. C'est pourquoi il a offert les 2 ambulances. On se pose la question, ceux qui ont dirigé pendant 5 ans au moins, ils n'ont pas pu constater, payer une ambulance de 70 millions et mettre dans le mandat social, c'est une question à vous poser. Merci. La deuxième analyse, c'est par rapport à nos amis et compatriotes togolais qui veulent que le chef de l'État se prononce sur sa candidature. Et ça semble de la moquerie. Et franchement, prenez ces appels au sérieux. Chez moi, c'est un SOS. C'est-à-dire que j'ai vu des Togolais qui ont travaillé autour du chef de l'État, qui ont pu gagner des marchés gré à gré, qui ont pu avoir des facilités. Et vraiment, ils sont députés par moment, ils sont ministres. Et ils sentent le besoin que quand le gars là va quitter, ils n'auront plus ces privilèges-là. Donc, ils lancent un SOS. Et bizarrement, les candidats indépendants et opposants, personne aussi ne les écoute pour les sauver. C'est vraiment triste. Comprennent réellement. Merci abonné. Merci de partager le temps d'antenne avec l'ami Sandro qui est revenu. Chers confrères, notez leur intervention. À la fin, vous leur répondrez. Sandro, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci pour le retour. Oui, merci. Bon, je voudrais aborder une recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui. On a essayé au plateau de voir le pour et le contre. Mais ce qui est sûr en politique, tout est question de rapport de force. Bon, si le gouvernement voit que, devant lui, il n'y a pas d'obstacle, quoi. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher de faire ce qui est de son... essayer de, quand même, d'engager la recomposition dans toutes les gymnastiques possibles. Merci. De là,
il peut réussir à réintroduire la question à l'Assemblée nationale pour que, bon, les deux membres restants là, que ça soit l'Assemblée nationale. Merci. Donc, vraiment dommage que nous n'arrivons pas à suivre l'ami Sandro dans les meilleures conditions, mais je présume qu'on a noté l'essentiel. Merci Sandro d'avoir tout fait pour être revenu, et revenez chaque fois, ce sera de meilleur en meilleur. Allô, l'ami Kokou en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Sall. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je voudrais parler de la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui, vous y êtes. Moi, ce qui me surprend dans vos développements, lorsque des confrères disent là-bas que lorsqu'on procède avec, on fait une recomposition avec 7 membres, que le quorum est déjà atteint. Monsieur, il faut que vous mettiez des choses sérieuses dans la tête. La loi prévu quoi? Lorsqu'on met une cour constitutionnelle de 7 membres en place, donc ça veut dire qu'on a une cour constitutionnelle incomplète. Là, on ne peut pas parler incomplète, s'il vous plaît. Incomplète. On ne peut pas parler de quorum atteint. On met la cour constitutionnelle en place. C'est lorsque la cour veut siéger pour faire une délibération et qu'on constate des absents. Si le nombre qui est présent peut faire la délibération, là on peut parler de quorum atteint. Mais lorsque on met une cour incomplète et que vous laissez le mot incomplet, vous nous parlez de quorum atteint. Là, ça me choque un peu. Merci. C'est votre droit de citoyen d'être choqué. On reçoit Dieudonné. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à la délocalisation du Conseil des ministres. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Et quand vous allez à Talibo, c'est une ville industrialisée. Mais la ville est laissée comme ça. On a déjà dit ça une fois, monsieur Dieudonné. Vous voyez, c'est que le chef de l'État a promis revoir l'hôpital de Talibo et la route du commissariat. Ça aussi, on l'a déjà dit. Je ne refuse pas. Et jusqu'alors, rien n'est fait. C'est pour dire que ce régime ne veut rien faire. Il ne veut rien faire. Vous promettez, vous ne réalisez pas. Même si vous prenez la route qui quitte Thiévi à Talbo, et particulièrement celle de ACP à Talbo, il y a un endroit, un péage qui est laissé là-bas. La route commence à se détruire. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Pour que ce gouvernement sache qu'il ne peut rien faire et qu'il laisse d'autres jeunes diriger le pays. Merci à vous Dieudonné. Eh bien, on va arrêter là parce que les amis ont posé des questions bien pertinentes. Didier Azoba, vous avez suivi l'ami Kokou qui n'est pas d'accord que nous puissions avoir une cour constitutionnelle de 7 au lieu des 9. Si M. Kokou avait bien suivi notre développement ici, nous avons bien dit que la cour sera incomplète. C'est ce que nous avons bien dit, ouais, mais nous avons continué selon nos analyses, en estimant que si le pouvoir qui refusait hier, il faut le dire également, le ministre Bahara l'avait dit, et les gens l'ont rappelé dans ce studio, qu'il n'y aura pas de recomposition de la Cour avant l'élection présidentielle de 2020. Si aujourd'hui son patron a instruit le gouvernement à ce qu'on engage le renouvellement de la Cour, c'est qu'après analyse, ils se sont rendus compte qu'avec 7 membres, ils peuvent déjà continuer par fonctionner, puisqu'il est dit qu'en attendant que le Sénat ne soit mis en place, on ne sait pas, peut-être en 2030, mais jusque-là, il y aura la Cour constitutionnelle avec 7 membres, quoique incomplète, mais qui va continuer par travailler. C'est sur cette base-là que nous avons estimé dans notre analyse que c'est parce qu'ils estimeraient qu'il y ait un quorum qui serait déjà atteint, qu'ils décident de procéder ainsi. Merci. C'est son droit de ne pas être d'accord avec nous, mais c'est notre analyse. On va aller très très vite. Jacques Jacouti, l'ami Maglo et Madame Essi ont dit que finalement c'est un rapport de force et que c'est même plus la peine qu'on ait aux élections que Force Gnassingbé choisit de gouverner le Togo par ordonnance, par décret. Non, je crois qu'il faut que les Togolais sortent de cette mentalité. Vous savez, quand vous prenez l'exemple de la Gambie, c'est ce que les gens avaient toujours dit. On est fatigué, on est fait ceci, mais à un moment donné, il faut que chaque Togolais prenne ses responsabilités. Dit de ne pas aller aux élections et que on continue par nous gouverner, c'est les mêmes encore qui vont crier demain pour dire non, qu'on ne respecte pas la Constitution par rapport aux élections.
Je crois qu'il faut aller aux élections. Et vous savez, l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est la participation de chaque Togolais par rapport à un choix. Donc, je crois que si on nous dit de ne plus aller aux élections et qu'on laisse le tout continuer, c'est les mêmes encore qui vont se soulever demain pour dire que nous sommes tombés dans un vide juridique. Donc, je crois que l'essentiel, c'est d'aller, et l'essentiel, c'est de pouvoir sensibiliser chacun à pouvoir effectivement accomplir son devoir civique. Donc, je crois et demander également les meilleures conditions d'organisation de ces élections. Et c'est ce que actuellement le président de la République a pris comme décision de recomposer une fois encore la Cour constitutionnelle. Donc, je crois que il faut toujours redoubler d'efforts, de courage par rapport à ce qui se passe. Il ne faut pas se décourager à chaque instant sur des situations qui se présentent à nous et dire de ne pas aller aux élections. Merci Jean-Baptiste Atisso. 2 ou 3 intervenants ont retenu votre dépêche sur les conseils des ministres délocalisés. Ils ont abouti à leur conclusion sur mandat social ou pas? Oui, je crois que le processus de délocalisation des conseils des ministres qui n'a pas fait long feu, parce que nous étions à l'époque, quand ces conférences conseils des ministres délocalisés, nous avons dit que c'était trop budgétivore, parce que un conseil des ministres qui se fait avec un coût de 90 millions, si on multiplie par 2, les 2 conseils des ministres qui ont eu lieu à Table Boye à Kanté, ça fait 180 millions. Donc 180 millions, je crois que ça pouvait faire quelque chose. C'est vous qui estimez ça? Oui, c'est des estimations. Donc, je préfère que ce soit des calculs officiels. Vous savez, bon, les tentes, tout le monde les a vues. Les tentes sur lesquelles les conseils ont eu lieu, c'est à des coûts énormes. Donc, minimum 180 millions, je crois que ça pouvait faire quelque chose pour ces 2 localités en ce qui concerne le mandat social. Donc c'est pourquoi peut-être le gouvernement s'est rendu compte que ça ne va pas dans l'intérêt de la population. C'est pourquoi ils ont sursu à cela. Et aussi, je voudrais quand même revenir sur la préoccupation de Kokou en ce qui concerne la composition de la Cour constitutionnelle. Je crois que la question, on l'a dit, et ce qui est aussi normal, c'est que nous ayons une Cour constitutionnelle au complet. Donc, aussi, à l'étape où nous sommes à 2 mois du scrutin présidentiel, c'est dire que à l'époque actuelle, on ne peut pas mettre en place. C'est très court, à moins que le gouvernement accepte de repousser la date du scrutin. Merci. Mais il y a un auditeur de Tablebo qui dit qu'il a mal au cœur. Oui. Cher ami, il ne faut pas faire crise cardiaque parce qu'on n'a pas encore construit l'hôpital de Tablebo. Oui, Alirou Tchakala. Non, mais l'auditeur qui m'a semblé très pertinent, c'est celui-là qui dit que nous sommes dans le fou en parlant de courant matin. C'est vrai, il a raison. Si 7, ça ne veut pas dire 9. 9, c'est pas 7. C'est sur une certaine base que le nombre 9 a été retenu. Donc, si c'est pas 9, ça veut dire que on n'a pas respecté ce que prévoit la Constitution. Donc, maintenant, par quel miracle allons-nous parvenir à obtenir les 9 membres devant siéger à la Cour constitutionnelle? Et puis, il y a l'autre équation que nous n'avons pas pu résoudre. C'est l'appel à candidature. Quand est-ce que, au niveau des avocats, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même de l'université, les gens vont postuler et que qu'on puisse les retenir. Vous savez, c'est une mission impossible, mais ça peut se faire dans un cadre concerté, à condition que les petits calculs partisans, les petits égos, on puisse se départir de ça pour aller à l'essentiel. Merci. On n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions. Mais Jacques Jabouti, il y a une auditrice qui vous dit merci d'avoir dit que si on célébrait le 27 avril dans les localités, si on délocalisait les conseils des ministres, elle aussi, dans son village, pourrait voir le chef de l'État une fois. Eh bien, elle demande au chef de l'État de reprendre avec la célébration itinérante du 27 avril et les conseils des ministres comme ça. Elle aussi, dans son village, pourrait avoir l'occasion de l'admirer une fois. Il fallait suivre le reportage de la RTI pour comprendre un peu ce que c'est que la vie d'un chef d'État dans une localité. Avec le carton de début d'émission, Jean-Baptiste. Ok, bon, alors, si c'est pour les cartons, je crois que je vais décerner un carton au directeur général de SECA, l'institution de microfinance qu'on appelle SECA. Il a fait un presse.
Non, pas du tout. La coopérative d'épargne et de crédit des artisans. Oui, il a été élu président des institutions de microfinance en Afrique. Oui. Je crois il y a 2 semaines de cela à Ouagadougou. C'est une information que les Togolais doivent connaître. Merci. Monsieur le président du SECA, bien directeur, quand Jean-Baptiste viendra pour un crédit, il faut voir le dossier avec indulgence. Ali Umaru Chakala. Non, mais je donne un carton vert à l'association des conducteurs routiers de Orlando. Ah, nos partenaires. Ils ont accepté la nouvelle dynamique que le ministre de la Sécurité est en train d'enclencher. Ils ont applaudi cette mesure d'Alcotex et ils entendent sensibiliser tous leurs membres parce que ils trouvent que c'est pour sauver des vies, c'est pas par simple caprice que le ministre l'a fait et ils entendent anticiper. Ils ne voudraient pas que on vienne les enjoindre de faire ci et ça. Ils feront leur part pour accompagner cela afin d'éviter les accidents, pour que cette fin d'année, on ne mette pas certains dégâts qui viendraient à survenir sur le dos de l'alcool. Carton vert à l'association des conducteurs routiers de Orlando. Oui. Alors sur la mesure là d'Alcotex, il y a le confrère Temps Nouveau qui écrit les ivrognes bientôt en difficulté sur les routes. Didier Assogba, votre carton? Moi, je veux donner un carton vert à tous ceux qui ont agi pour que la route Jean-Paul II, le boulevard Jean-Paul II, connaisse un début de séparation actuellement. Tous ceux qui ont agi, vous savez, dans le projet, ils voulaient laisser la voie comme ça. Mais c'est quand on a commencé par crier ici dans le studio et partout que la décision a été prise que la voie soit séparée. Les travaux avancent. Prions que ça continue comme ça. Et carton vert à tous ceux qui ont agi dans ce sens pour que le dégât, les accidents soient limités sur cette voie-là. Merci. Jacques Djakouti, votre carton? Non, juste féliciter à tous ceux qui ont appelé, et puis l'ensemble des confrères qui sont ici. Et une fois encore, vous dire merci pour la journée d'hier. Merci. Eh bien, la semaine est bien lancée. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Raison de plus encore de continuer à célébrer la vie en disant merci à Dieu.